Bonsoir. Merci à Tamera d'avoir organisé cette soirée pour parler des peuples d'Amazonie. Je vais vous parler de certains peuples, ceux que je connais depuis près de 25 ans maintenant, pour y avoir été dans un cadre bien particulier au départ, puisque je suis pharmacien de formation et mes premiers voyages en Amazonie, je les ai faits en humanitaire pour aider les Indiens qui souhaitaient avoir des médicaments dans la forêt. Cette grande forêt qui disperse les peuples. Vous savez sûrement que l'Amazonie, c'est 20 fois la France. Et il y a 2000 ethnies à peu près dans toute l'Amazonie. Et moi, je suis plus spécialisé sur l'Équateur et le Pérou, que j'ai rencontré donc d'abord avec Pharmaciens sans frontières. Et puis après, je me suis intéressé toujours à leur demande aux médecines traditionnelles. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'anthropologie de la santé et que j'ai écrit plusieurs livres sur les chamans d'Amazonie pour les avoir côtoyés pendant plusieurs années. Et puis, petit à petit, j'ai fondé une association qui s'appelle l'association Arutam. Arutam en chouar, ça veut dire l'énergie qui met en marche l'univers. Et j'ai souhaité prendre un nom de cette ethnie pour être une association qui aide les Indiens dans tous les domaines, avec zéro déforestation, qui est la protection et la légalisation des territoires, avec les médecines, la médecine traditionnelle qui est soutenue pour que les chamans et les tradipraticiens s'organisent, et puis aussi dans le tourisme. Et vous allez voir certaines photos qui découlent de nos activités associatives. Et nous sommes très heureux de nous associer à Tamera pour faire des voyages plus poussés comme ces trekking que je vais vous présenter. Alors l'Amazonie en Équateur, c'est au pied des volcans qui sont à 5000 mètres, et l'Amazonie c'est le versant oriental, et les sources finalement de l'Amazone. Toutes les sources de l'Amazone viennent des Andes et de cette chaîne qui parcourt tout le continent américain, sud-américain. La forêt, c'est cette grande immensité avec seulement une rivière qui serpente, ici dans les hautes eaux. Vous pouvez voir les anciens méandres du fleuve qui sont sur les côtés, et les Indiens disent que le fleuve est comme un serpent qui se déplace sur la forêt. Et c'est vraiment le cas, puisqu'au fil des années, le paysage change, les Indiens eux-mêmes peuvent influencer, selon comme ils se positionnent, pour raccourcir certains méandres. En fait, nous sommes à 4000 km de l'océan Atlantique, et il n'y a que 200 mètres d'altitude, et l'eau cherche sa direction vers l'Atlantique, désespérément avec la faible pente en fait. En basse eau, vous avez des plages dans les méandres qui permettent une autre navigation, quelquefois plus difficile, puisqu'on peut moins remonter dans les petites rivières, mais par contre différentes au niveau des populations qu'on va rencontrer animales, notamment les tortues qui vont nicher et déposer leurs œufs sur ces plages de sable, et puis propice également à des séances de pêche dans les eaux basses. Et là, par exemple, vous avez ici une ancienne lagune qui est propice à la pêche et qu'il faut aller chercher dans ces cas-là. Alors, la forêt amazonienne, c'est la forêt des pluies, c'est la forêt des brumes. Tous les matins, vous êtes réveillés par cette ambiance feutrée, 95% d'humidité. Je dis souvent, si vous ne connaissez pas l'Amazonie, en fait, vous l'avez sur vous, car c'est la température de la naissance de l'homme. Entre notre peau et notre chemise, on a exactement la température amazonienne, 30 degrés, 95% d'humidité. Voilà. Et donc, cet élément est un élément fort, en fait, lorsqu'on fait un trekking, on perd beaucoup d'eau, on est vite épuisé, à cause de cette chaleur et de cette humidité, mais c'est aussi quelque chose qui est prégnant parce qu'on se retrouve comme dans un bain originel, si vous préférez. Alors, l'habitat traditionnel, je vais vous montrer des photos donc essentiellement des chouars et des matses, puisque c'est les deux voyages que nous organisons avec Tamera.
Ça, c'est le mode de vie, le mode d'habitat isolé des Indiens Chouars. C'était des maisonnées. Les Indiens étaient polygames. Une maisonnée pouvait atteindre jusqu'à 20-30 adultes et jusqu'à 80 personnes. Des grandes maisonnées isolées. Et vous avez tout autour le jardin qui est défriché. Toute cette partie-là. Et puis chaque maisonnée est éloignée de 2 à 3 heures de marche. Et les Indiens se déplacent tous les 10 ans pour ne pas épuiser le sol et profiter de l'essartage qu'ils ont fait, c'est-à-dire d'avoir brûlé une partie de la forêt, mais une toute petite partie, qu'ils vont utiliser avec une diversité de plantes que l'on va voir tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut voir aujourd'hui d'un aspect plus moderne, c'est des villages qui se rassemblent autour d'une piste d'atterrissage qui est faite par les Indiens eux-mêmes. Alors, il faut trouver les conditions idéales pour ça. Et vous avez toutes les maisonnées qui s'organisent là, et c'est le début, si je puis dire, de l'acculturation avec l'installation d'une école et d'une vie communautaire et l'abandon de la polygamie. Donc toutes ces transformations existent en Amazonie et vous pouvez avoir des états très différents entre des Indiens qui vivent encore non contactés, il y a encore des groupes non contactés. Chez les Matses, nous étions à peine 15 km d'un groupe non contacté qui s'appelle les Korubo. On en a parlé il y a quelques années, où on voyait une photo avec un Indien qui lançait une flèche vers un hélicoptère, vers l'hélicoptère qui le survolait. C'était des Indiens Korubo qui sont justement dans la zone Matses. Et donc vous avez ce premier niveau, vous avez des maisonnées isolées qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Vous avez des villages rassemblés autour des écoles, et puis vous avez des Indiens qui vont à la ville, qui travaillent à la ville, et qui aujourd'hui voilà, se fondent dans le métissage du pays, comme l'Équateur. Alors voilà, ces maisonnées fondues dans la forêt, hein, elles sont entièrement construites à partir des matériaux de la forêt. Il n'y a pas de clous, c'est entièrement avec des lianes qu'on va construire ces maisons qui vont durer une dizaine d'années. Le toit est conçu, lorsqu'il est fumé, pour durer une dizaine d'années, fumé par la cuisine que l'on fait en dessous. Voilà, parmi les plus belles maisons que j'ai pu photographier, là c'est vrai que c'est un peu de loin, c'est écrasé, mais elles font 30 mètres de long, 12 mètres de large et une quinzaine de mètres de haut. C'est une famille qui habite là, avec tous ses enfants et parents, quelquefois. Voilà le détail de la toiture qui demande beaucoup de travail, beaucoup de feuilles qu'il faut savoir tresser avec habileté. Souvent, on reconnaît la qualité dans l'arrondi, notamment ici, avec abondance de montants qui vont se refléter avec leur cosmovision et le nombre de plans qu'eux considèrent pour arriver jusqu'au monde des esprits. Donc la toiture est un reflet du ciel et un reflet du monde des esprits, selon eux. Le tressage des feuilles ici, au départ c'est très basique, c'est juste 2 feuilles de palmier qui sont assemblées, puis accumulées jusqu'à faire une certaine épaisseur, et de telle manière que l'eau va couler, glisser, les gouttes vont s'échapper vers l'extérieur progressivement. Ceci est important d'avoir une activité de feu, feu en dessous, pour justement détruire les insectes de ces feuilles de palme. Alors, les Indiens Chouars utilisent comme arme de chasse la sarbacane. Ici, vous l'avez vu. Elle fait 3 mètres de long en général et elle sert à chasser essentiellement la canopée, hein, les animaux dans la canopée, que ce soit les singes ou les oiseaux. Les Indiens, à travers ces quelques photos que je vais vous présenter, ont un grand savoir-faire dans la forêt. D'abord, ils savent détecter dans la biodiversité qui est maximale dans ces zones les plantes qui leur sont nourricières et celles qui sont toxiques, éviter celles qui sont toxiques. Mais de certaines toxiques, ils ont pu découvrir le curare, que nous utilisons nous maintenant en anesthésie dans les hôpitaux, et qui sont donc appliqués sur les flèches. Voilà, la photo suivante. Vous voyez l'Indien qui est en train d'appliquer le curare sur ces flèches qui vont servir à la chasse à la sarbacane.
Et puis à l'angle à gauche ici, vous avez les singes qui sont fumés. Autre technique assez fine des Indiens, ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas de moyens de conservation. Je vous rappelle cette chaleur de 30 degrés moyenne et puis cette humidité. Eh bien, ils font boucaner la viande, ils la sèchent et par là même peuvent conserver la viande jusqu'à 20-30 jours. Ce qui est un exploit dans la forêt. Donc déjà, petite illustration avec la sarbacane, qui est un outil précis, qui est difficile à faire, hein, il faut que ce soit parfaitement rectiligne, et ensuite le curare qui est utilisé, et puis par exemple des techniques de boucanage. Les Indiens utilisent aussi des pièges, et notamment pour les pécaris. Ici, vous avez un Indien qui d'ailleurs, il a le t-shirt de notre action Zéro Déforestation, puisque c'est une zone que l'on a pu légaliser entre l'Équateur et le Pérou, et il revient avec un pécari de la forêt. Quand on était chez les Malcès, on a pu voir une manade entière traverser le Rio Frontière Yavari, où nous étions, et les chasseurs partirent tout de suite à la poursuite de ces sangliers. Alors, autre technique que les Indiens peuvent appliquer, c'est fabriquer des sacs à dos directement depuis la forêt avec un simple couteau ou une machette, de telle sorte qu'ils vont pouvoir porter sur de longues distances des prises ou des récoltes qu'ils trouvent dans la forêt. Les enfants sont initiés très tôt au maniement des couteaux. Par exemple, là, cette jeune petite fille qui a à peine 2-3 ans, est déjà tout près du feu, en train de mimer finalement ce que fait sa mère pour peler l'animal, le singe en question. On peut aussi boucaner et fumer le caïman. Il y a des crocodiles de 6-7 mètres de long en Amazonie. Là, c'est le plus fréquent, c'est le caïman qui a à peine 1,5 mètre de longueur et qui est tout de suite découpé en morceaux et mis à fumer au-dessus du feu pour pouvoir être conservé. Alors les Indiens utilisent aussi d'autres ressources de la forêt comme les cœurs de palmier. Bien sûr, la plupart des palmiers ont la même façon de croître, à savoir qu'ils ont un cœur qui développe les feuilles progressivement, mais certains palmiers sont plus charnus, et ils savent les reconnaître dans la forêt, les découpent sur place et se rappellent bien où ils ont coupé le palmier, parce qu'ils reviendront 3 mois après, précisément, pour récolter les larves de coléoptères du même palmier, qui est très apprécié, qui est une nourriture très, très riche en graisse. Il y a très peu de graisse dans la forêt finalement. Lorsque c'est la période des fruits, les singes ont un peu de graisse, mais la source principale de graisse, c'est finalement les vers et certaines graines de la forêt. Ça, c'est le mets le plus apprécié, c'est un goût de cacahuète. Je ne sais pas si certains ont déjà goûté, puisque c'est un emblème de la forêt, de faire goûter les suri-suri. Une fois qu'ils sont grillés, par exemple, ça a un petit goût de cacahuète. Voilà, on peut les récolter directement dans ce palmier. C'est un coléoptère, hein, le cornu, qui est à l'origine de ces larves. Bon, les Indiens pêchent aussi beaucoup. Les hameçons existaient en Amazonie avec des eaux. Ils arrivaient à confectionner des hameçons, mais ce n'était pas une pêche très productive. Et ils ont développé d'autres formes de pêche, notamment avec des filets et des pièges en bambou. Mais surtout, ils ont développé la pêche au barbasco, la pêche à la nivrée en français. C'est à partir de racines d'un certain arbre, d'Eris nikou, qu'ils ont observé que ces racines écrasées dégageaient un suc blanc qui enlevait l'oxygène de l'eau et qui faisait remonter les poissons à la surface. Du coup, une fois qu'on a intoxiqué une
une lagune, on n'a plus qu'à venir avec un panier en pirogue ramasser les poissons. Souvent on me pose la question si la toxine en question est néfaste pour nous. En fait, elle est très diluée, elle n'est pas forcément absorbée par le poisson et elle n'est pas si toxique que ça par voie orale pour l'homme. Donc vous voyez encore ici un exemple de savoir-faire des hommes d'Amazonie qui est d'aller trouver dans cette biodiversité exceptionnelle la plante qui va leur permettre de pêcher, par exemple, de manière plus efficace qu'avec un simple hameçon. Cette plante, Erisniku, est utilisée aujourd'hui, les extraits de cette plante sont utilisés dans l'élevage de poissons, parce qu'on s'est aperçu que ça permettait d'avoir une densité de population plus importante dans les parcs d'élevage. Donc voilà une autre photo, ça c'est une photo que j'ai prise il y a déjà 20 ans, des Indiens Achuar qui sont à la frontière entre l'Équateur et le Pérou, dans une zone qui était particulièrement retirée à l'époque. J'ai choisi un certain nombre d'images aussi pour illustrer les aliments et le jardinage, l'horticulture que pratiquent les Indiens. Ici vous avez le manioc, d'énormes manioc. Ici vous avez la plante de manioc qui est derrière, bon, on la voit à peine mais avec ses feuilles caractéristiques. Et puis donc ces grosses tubercules qui sont l'aliment de base des Indiens Achuar, puisque c'est leur nourriture, leur apport en glucides. Et ils font une boisson, une bière de manioc aussi, qui est très énergétique. Donc les enfants, très jeunes, sont habitués à partir dans les jardins, les jeunes filles, à partir avec leur mère pour cueillir ou entretenir les jardins. La biodiversité dans les jardins est exceptionnelle. On a recensé en moyenne chez une femme 100 à 200 variétés différentes, espèces différentes de plantes qu'elle entretient. Certaines, comme le tabac, sont plantées justement comme pesticides. Et pourquoi cette variété d'espèces? En fait, c'est pour se prévenir des attaques. Nous sommes des attaques d'insectes ou biologiques. Nous sommes en Amazonie, grosse humidité. Et les insectes, c'est le pire ennemi des cultivateurs. Si vous amenez vos haricots de France là-bas, vous pouvez être sûr qu'ils ne verront pas le jour, parce que dès qu'ils poussent, ils sont tellement tendres, les fourmis les mangent avant même qu'elles puissent se développer. Et donc, pour se prévenir de ça, il faut avoir des variétés très différentes, des espèces très différentes, et puis mettre des plantes barrières qui vont repousser les insectes. Alors, d'autres plantes sont plantées et couramment consommées chez les Chouars. C'est la patate douce et l'igname qui est cultivée. Toujours ces enfants qui participent à cette vie. Puis lorsqu'on revient avec le panier rempli de tubercules, et bien on revient à la maison avec des animaux qui sont là comme animaux de compagnie. Les perroquets, alors vous avez le perroquet à royal sur la gauche, et puis le verde, l'or verde, le fameux perroquet qui parleur, hablador. Voilà. À travers les enfants, on va glisser doucement des photos sur les animaux que j'ai pu rencontrer pendant 20 ans dans ces territoires. Bon, les bébés caïmans, là aussi, très vifs. Et les enfants, lorsqu'ils se mettent à jouer avec les bébés caïmans, eh bien, ils apprennent la dextérité et très vite cette rapidité qu'ils doivent avoir dans la nature. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de contact, il faut savoir se débrouiller tout seul, il faut recourir à un tradipraticien, connaître des plantes médicinales, savoir chasser, savoir tout faire en Amazonie lorsque on est comme ça immergé en pleine forêt. Cette biodiversité, elle est illustrée ici par cette photo avec énormément d'épiphytes qui poussent sur les arbres. On a relevé sur un seul arbre plus d'espèces de fourmis que sur le territoire français, pour vous donner une idée. On découvre encore de nouvelles plantes, de nouvelles espèces, animales aussi, chaque jour, dans chaque expédition scientifique qui se réalise en Amazonie. Alors là, nous passons au Pérou.
avec le Selva Viva, qui est donc le bateau de l'association qui propose des croisières solidaires, des croisières avec des thématiques tout à fait différentes. Ça peut être naturaliste, spécialisé dans l'observation des oiseaux, spécialisé en aquariophilie. Nous proposons des croisières différentes, avec Tamara d'ailleurs, c'est proposé. Et puis là, vous avez une belle photo avec un dauphin. Et oui, il y a des dauphins en Amazonie, il y a le dauphin gris en l'occurrence, et le dauphin rose. Alors souvent, on me pose la question, comment vous avez réussi cette belle photo? C'est pas moi qui l'ai faite, celle-là. C'est une des personnes qui est partie en croisière avec nous, mais en fait, elle voulait photographier le bateau, c'est tout. Et parce que si vous voulez prendre en photo un dauphin, il sort très rapidement et replonge très très vite. Et c'est pratiquement impossible. Vous avez toujours le dos, vous avez toujours un reflet, vous n'avez jamais un dauphin qui, en plus, dans sa gueule, grande ouverte, un poisson. Hein. Vous n'arriverez jamais, sauf à faire une photo du bateau, et qu'à ce moment-là, par hasard, le dauphin saute. Belle photo emblématique, en tout cas, de ce monde d'eau et de forêt. On l'oublie souvent, hein, l'Amazonie, c'est beaucoup d'eau et beaucoup de terre, mais beaucoup d'eau aussi. Et souvent, sous la couverture des arbres, en fait, ce sont des marais, ce sont des lacs, c'est une mer, en fait, gigantesque, et l'eau n'en sort jamais. En fait, quand je dis que l'eau, avec 4000 km à parcourir et 200 mètres de dénivelé, en fait, elle fait plusieurs cycles d'évaporation, de pluie et de stagnation dans différentes lagunes, mais elle n'en sort jamais. Le jour où elle en sortira, nous sommes à l'équateur, nous aurons un désert. Alors, c'est vrai que l'occasion il m'est possible de vous parler de la déforestation, qui peut être un problème important dans la mesure où si on continue à couper de plus en plus la forêt, et on atteint des seuils critiques à certains endroits, il y a un changement climatique qui se met en place en Amazonie, qu'on peut observer, avec moins de pluie qu'il y a 20 ans. Eh bien, on pourrait avoir un processus de savanisation, c'est-à-dire que petit à petit, la ceinture équatoriale s'assèche, la forêt s'assèche, parce qu'il y a trop de trous, et à ce moment-là, ce sera un cercle vicieux, ça ira de plus en plus vite, et ce ne sera pas le nombre d'arbres qu'on coupe, mais simplement l'évaporation qui aura eu lieu à l'équateur, qui va désertifier totalement cette partie du continent sud-américain. C'est préoccupant et c'était bon de le signaler. Et de signaler que par des voyages solidaires, en effet, on peut contribuer en tout cas à ralentir la déforestation. Voilà, donc le bateau, le Selva Viva, qui est entièrement en bois et qui propose des croisières pour ceux qui ne veulent pas marcher à la rencontre des peuples. Et ces différentes photos ont été faites d'ailleurs lors de croisières, avec les animaux que nous avons rencontrés, et donc on peut rentrer dans ces lagunes avec les jacinthes d'eau qui sont repoussées. Donc là on y rentre avec des bateaux annexes pour faire de l'observation animalière. On rencontre des pêcheurs qui nous proposent des poissons que l'on peut acheter justement pour l'alimentation sur le bateau. Ici une gamitane, très beau poisson. Et puis on peut faire des rencontres un peu extraordinaires. Là c'est un bébé lamantin qui a perdu sa mère et donc qui est aidé par les Indiens. Et c'est assez rare de faire une photo comme celle-là. Les Indiens ayant fait un enclos et protégeant ce bébé lamantin en le nourrissant avant qu'il puisse retourner dans le lit de l'Amazone. Avec cette couleur gris bleuté très particulière. Bon, bien sûr, la nature invente énormément et il y a une diversité impressionnante, tant végétale que animale. Les papillons, c'est le paradis des amateurs de papillons, bien sûr, au cœur de l'Amazonie. Et je parlais des grenouilles. Question grenouilles, les Matsès sont très branchés, si je puis dire. Ils recueillent le venin sur la peau de grenouille et se l'injectent à l'épaule pour un état de transe qui leur permet ensuite d'être d'excellents chasseurs. Et on a commencé une petite enquête chez les Matsès suite à ce premier voyage pour voir qu'en effet ça avait des résultats probants. Comme je vous ai montré tout à l'heure
les techniques de Sarbacane, les techniques du Barbasco. C'est pas une technique comme ça qui ne marcherait pas, qui serait un peu due au hasard et qui est simplement ésotérique. Mais non, c'est toujours fonctionnel. L'important en Amazonie, c'est de sentir les animaux, de savoir où ils sont, d'autant plus quand ils se font rares, par exemple, et de pouvoir les pister. Et donc l'état de transe, un état réceptif à la nature, est quelque chose que les Indiens cherchent à créer et à produire avec le venin, par exemple, de grenouille. Extraordinaire. Je dis extraordinaire quand on sait que ces peuples n'ont pas d'écrit, n'ont pas une cumulation dans le savoir. On parle de sociétés froides en anthropologie, c'est-à-dire des sociétés qui sont hyper stables. On sait qu'il y a des hommes en Amazonie depuis 5000 ans, ils n'ont jamais détruit la forêt, ils vivaient en équilibre démographique avant que Christophe Colomb arrive et déclenche une série de choses qui sont toutes ces transformations que nous connaissons en Amazonie. Alors, d'autres animaux que l'on peut rencontrer toujours en Amazonie, c'est l'iguane. Là, c'est un iguane monstrueux, hein, il fait presque 3 mètres de long, dans les bras d'un arbre, sur le bord de l'Amazone, qu'on peut rencontrer, donc photographier de près. D'autres animaux, le coati, qui est de la famille de l'ours, quoi qu'on dise, c'est pas un rongeur, voilà, qui est assez sympathique. Bon, là, il n'est pas dans la nature, comme vous pouvez le voir, puisqu'il est sur un fil d'ailleurs. Il est dans un refuge animalier qui s'occupe des animaux qui ont été victimes du trafic animalier. Le toucan, qui est un autre animal emblématique d'Amazonie, ici un tout petit bébé toucan, dont les Indiens Shuar utilisent certaines plumes pour la couronne Tawasa, que je pense vous verrez tout à l'heure. Alors il y a des mygales, des grosses mygales, quelquefois 20 cm de diamètre. Elles ne sont pas méchantes vraiment, il faut vraiment les attaquer pour qu'elles se rebiffent. Elles sont très discrètes et on organise, alors les soirées, on organise des recherches de mygales, comme des grenouilles aussi, les deux, avec les Indiens et leur contribution pour aller chercher justement ces animaux qui sont essentiellement nocturnes et qui ne viennent pas trop dans les maisonnées et que l'on peut observer à ce moment-là de très près. Comme vous voyez, on peut faire de très belles photos à ce sujet. Et puis le singe paresseux, qui n'est pas un singe, qui est lui aussi un ours. Celui-là, c'est à 3 doigts, c'est le plus connu. Et on a appris dans notre voyage Matsès qu'en fait, les Indiens Matsès se réclamaient du singe paresseux à 2 doigts. Et lors de notre premier voyage, on en a rencontré un. Donc c'était un super présage. Et je ne sais pas si j'ai rajouté la photo tout à l'heure, mais vous pourrez voir la différence. Il est très différent en fait. Il est plus une tête de chien en fait finalement. Moins écrasé. Bien connu, les ouistiti et les tamarins, qui sont tout petits, hein, pas plus gros qu'une balle de tennis, que l'on peut approcher. Le singe araignée, ici un bébé singe araignée, qu'on peut rencontrer dans les maisonnées, essentiellement, hein, c'est toujours les bébés que l'on voit dans les maisonnées et les adultes dans la forêt. Le singe capucin, ou singe écureuil, encore un autre animal de la forêt, et voilà. Donc on arrive dans une présentation plus détaillée du trekking que nous organisons depuis le mois dernier, avec un rythme de 3 voyages par an, avec Tamera. Donc c'est la petite boule violette. Nous sommes donc au nord de l'équateur et nous partons d'Iquitos par une traversée en direction de la réserve Pacaya-Samiria, et puis on va aller jusqu'à la frontière avec le Brésil, en plein territoire Matsès. Et je disais tout à l'heure qu'on peut se prévaloir, dans la marche que nous avons fait, le trekking que nous avons fait le mois dernier, avoir été les premiers occidentaux à faire la traversée intégrale du territoire Matsès, puisque cette partie-là était fermée à tout occidentaux depuis 15 ans. En fait, les Indiens Matsès ont été contactés seulement en 1970,
Et ce sont des missionnaires évangélistes nord-américains qui avaient fait une mission centrale à Buenas Lomas. Et petit à petit, tous les Indiens Matsés se sont groupés autour de cette mission. Petit à petit, bien sûr, la chasse a commencé à manquer et une partie du peuple a migré en bas, même si c'est en haut de la carte, mais en bas, près de Angamos, qui est le poste militaire frontière entre le Brésil et le Pérou. Et donc, cette partie-là, c'était à peu près la moitié des Indiens Matsés, ils sont 2000 au total, hein, donc 1 millier en bas, 1 millier en haut, avait décidé, après le départ des missionnaires, de vivre relativement en vase clos, en interdisant l'accès de ce territoire. Ils nous ont contactés il y a 1 an avec l'association qui est active à Iquitos, en nous disant on commence à avoir des difficultés économiques, on n'a plus de machettes, on n'arrive plus à s'en sortir. Dans la gestion de notre territoire, on voit l'invasion de colons à partir de Yacarena qui peuvent arriver. Et donc, nous souhaitons développer le tourisme. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc, on a mis en place ce long parcours. Donc, à partir d'Iquitos, on remonte le Rio Ucayali jusqu'à Requena, le Rio Tapich et le Rio Blanco. Et puis là, comme je le disais à ceux qui sont partis au mois de mars, c'est un Himalaya qui nous attendait. 41 km en ligne droite, même 50 d'ici jusqu'à là, c'est 50 km en ligne droite. Et nous avons mis ce que les Indiens arrivent à faire en 2 jours et demi, nous avons mis 5 jours pour faire ce trekking. En pleine forêt, et donc on va voir certaines photos. Donc déjà, il faut partir avec des bateaux rapides, là depuis Requena, donc affrétés spécialement, hein, c'est des bateaux que nous prenons pour nous. Et puis la traversée en forêt, là sont des photos de trekking différents, mais voilà. Donc les situations qu'on peut avoir, c'est la traversée de marée, et les Indiens qui ont été obligés de couper les troncs et de réaliser des passages. On a eu beaucoup de passages de rivières, voilà. Également, bon là ce sont des photos qui ont été faites sur un autre trekking. J'aurais dû peut-être mettre toute la série pour le trekking, mais bon voilà, je voulais arriver à celle-là. Voilà le travail des Matsés. Et un mot est revenu continuellement, c'était Tapu Wiramboke. J'ai appris le Matsés en formule accélérée. C'est nous faisons des beaux ponts, bienvenue, nous faisons des beaux ponts pour vous. Et je peux vous dire qu'ils ont travaillé, et ça fait partie de l'entente et de la symbiose qu'on a pu avoir avec nos porteurs pendant 5 jours de marche, de sécuriser chaque pont, notamment par ces passe-mains qui rendent beaucoup plus facile la traversée. Voilà, donc les abris sont très sommaires, hein. Pour les Indiens, c'est juste un toit de palme et puis quand même la moustiquaire, c'est quelque chose qui est nécessaire. Bon, nous, on a la formule avec des tentes, sans le double toit, c'est que mieux, c'est plus rapide et ça se pose partout où on va. Donc après 4 jours de traversée, voilà le village de Buenas Lomas, en tout cas les maisonnettes traditionnelles telles qu'elles sont aujourd'hui. Et on a pu voir des quartiers différents, avec des spécificités différentes, tant familiales que culturelles. Et ça a été très intéressant pour nous de nous immerger dans ce savoir matsés qui était en train de disparaître, dû à l'influence des missionnaires, et qui, avec la disparition des missionnaires, est dans une phase plutôt de revalorisation, de reconscientisation, que l'importance de l'ethnie, de la culture est vitale. Alors, les Matsés sont particuliers parmi tous les peuples d'Amazonie, c'est celui qui adore le plus la banane plantain mûre. Et donc, dans toutes les maisonnées, vous verrez des bananes plantain qui sont exposées dans les toitures et laissées à mûrir tranquillement. Et c'est leur alimentation de base, en fait. Hein. Ils la mangent en boisson, en bouillie, ils la mangent
toute manière possible. Pour nous, ça a été très difficile de faire des photos sur ce premier voyage et petit à petit, justement sur ce programme, on va avoir de plus en plus d'ouverture de la part des Indiens. Il n'empêche qu'on a pu échanger avec les plus âgés, ceux qui ont connu avant la mission. C'est-à-dire que, vu qu'ils ont été contactés il y a 45 ans, toutes les personnes qui avaient 60 ans et plus pouvaient nous parler de la vie traditionnelle telle qu'ils la connaissaient avant le contact. Et notamment des tatouages qui sont assez caractéristiques des Indiens Matsés que vous voyez là et qui, selon eux, représentent la beauté en se rapprochant du jaguar. Et on peut voir d'ailleurs, on va faire l'anthropologie de haut vol, on peut voir les marques des doumouches, qui sont les fameuses moustaches de jaguar que les Indiens faisaient et pour certains continuent à faire. Sauf qu'ils ne voulaient pas nous les présenter au départ. Et ça a été tout un travail d'encouragement ethnique pour qu'ils soient de nouveau fiers d'être Matsés. On avait quand même des paroles du genre nous ne voulons plus être des Matsés, nous voulons être comme les autres. Et comme les autres, ça veut dire quoi? Et ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Et en fait, je pense que ces voyages vont être très bénéfiques pour cette partie, en tout cas de l'ethnie Matsés, parce qu'ils vont progressivement prendre conscience de leurs atouts et pouvoir les mettre en valeur et protéger mieux leur territoire et donner un meilleur avenir à leurs enfants. Alors cette photo est assez sympathique parce qu'on a pu assister à l'entraînement des enfants parce qu'ils utilisent encore l'arc de manière très fréquente à la chasse. Et là, je peux vous dire, c'est pas un jeu, ils s'entraînent au maniement de l'arc. Et ça a donné lieu à une série de belles petites photos. Et vous voyez ici un adulte qui part à la chasse. Ça, c'est le Rio aux frontières, c'est-à-dire que là, vous avez le Brésil, là, nous sommes au Pérou, côté Pérou, donc, à Puerto Alegre. Et les gens partent en pirogue, on vient de voir traverser les pécaris, et ils vont chasser le pécari. Voilà. Alors, la descente se fait sur le Rio Frontière, sur des pirogues locales. Ici, le fleuve vu d'avion. On peut voir d'autres maisonnées plus en bas, notamment au bord de la rivière. On était en période de crue. Voilà, d'autres maisonnées plus rudimentaires. À l'occasion d'un arrêt, on retrouve le manioc dans un autre village. Donc on retrouve le manioc et puis ici le pifayo, qui est la chonta en Équateur et qui est une plante particulièrement appréciée et qui donne une boisson orangée très riche en vitamines que nous avons pu déguster. Les repas se prennent avec les Indiens, bien sûr, et avec leur façon de présenter les choses, sur des feuilles de bananier, tout simplement, dans des hamacs. Voilà. Alors, ça c'est la configuration en novembre, en fait. En novembre, le fleuve se rabat et on pourra faire des campements sur les plages. Donc vous voyez deux Amazonies différentes, une Amazonie inondée et puis une Amazonie un peu plus sèche qui permet de faire plus de marches mais aussi de profiter de la rivière. Voilà d'autres photos en pirogue lorsqu'on rencontre des embarcations autochtones. Alors, pour vous présenter aussi le deuxième voyage que nous organisons cette fois-ci du côté de l'Équateur, c'est dans la cordillère de Vissoui. La cordillère de Vissoui se situe ici et nous avons des contacts privilégiés avec certains chouars qui nous ont demandé aussi de mettre en place un voyage qu'ils n'ont jamais fait. Donc, je précise pour ceux qui seront intéressés, c'est qu'on n'a jamais fait cette traversée. On est sur une crête géographique, et on se propose de faire 60 km de traversée. Alors là, c'est plutôt montagneux, donc c'est quand même 8 jours de trekking.
pour traverser cette partie qui n'est pas du tout chassée, et où on pense qu'il y a énormément d'animaux, dont l'ours à lunettes, qui est très peu vu et très peu rencontré, dans la mesure où nous sommes à 1500 mètres d'altitude. Hein, vous voyez, c'est voilà une image depuis la route, c'est-à-dire toute cette partie en fait Vissouille se trouve de l'autre côté, et il s'agit de suivre cette crête, mais de l'autre côté. Hein. Ce côté-là, c'est le côté le plus connu en fait. Il n'empêche que très peu de gens vont chasser. Pour vous donner une idée, quand on est là en bas, que ce soit ici ou ici, pour aller jusque-là, les Indiens mettent 3 jours. Hein. Ça paraît comme ça tout petit, mais quand on est dans la forêt, en moyenne, dans la forêt, on arrive à faire en kilomètres linéaires maximum 2 km à l'heure. Mais vraiment au maximum, et en général, c'est plutôt 1 km à l'heure. Quand il n'y a pas de sentier et dans des situations difficiles. Alors les Indiens Chouars, nous sommes déjà plus en altitude. Hein. Les Indiens Chouars ont traditionnellement un mi-type, cette jupe traditionnelle, et les femmes ont une tenue qu'elles tissent elles-mêmes. Hein. Voilà leur tenue traditionnelle. Les Indiens Chouars se disent les Indiens gardiens des cascades. Il y a beaucoup de cascades dans cette zone-là et beaucoup de rituels qui sont faits dans ces cascades parce qu'eux considèrent que c'est là où les âmes des morts se réfugient, et lorsque l'on veut obtenir des forces des ancêtres, eh bien on va faire des prières au pied des cascades. Donc dans ce parcours, on sait qu'il y a de nombreuses cascades, dont une sûrement assez grande, on parle de 200 mètres de haut. Ici, bon, c'est une cascade plus commune qui est à côté de Vissouille, et les fameux rituels que font les Indiens Chouars en étant sous la cascade et en ayant des chants rituels. Voilà une photo qui a été faite justement de ces prières que les Indiens font dans la cascade. Alors là, pour le coup, c'est rafraîchissant, la cascade Chouars. Voilà la couronne traditionnelle des Indiens Chouars, qui s'appelle la tawassa, et qui est faite avec les plumes de toucan. Vous voyez, on commence par faire des lignes d'abord, et chaque bouquet, c'est 6 à 7 plumes différentes qui sont accumulées pour ensuite être tressées en ligne et faire cette couleur si éclatante que l'on voit ensuite sur la photo. Voilà les maisons traditionnelles Chouars, avec toujours au milieu du jardin, hein, cet effet donc, du jardin qui est nettoyé, et la maison qui trône au milieu du jardin. Je vous avais parlé de la bière de manioc. Eh bien, sachez que la bière de manioc se garde avec des poteries. Vous avez pu voir des poteries à un moment donné là, dans les plats qui nous étaient servis. Les poteries amazoniennes sont parmi les plus anciennes du monde. On a trouvé des tessons dans le delta de l'Amazone qui avaient plus de 10 000 ans. Et les plus anciennes sont au Japon, elles ont 12 000 ans. Et donc la technique de poterie est quelque chose qui est bien maîtrisé par les Indiens d'Amazonie et qui leur permettait notamment de boire cette bière de manioc. Alors, en fait, la pâte de manioc est conservée dans ces jarres pendant également plusieurs semaines sans aucun problème. Voilà, détails de peinture très fines et très appréciées. Là, on est revenu donc en Équateur, ce sont les Indiens Quichua. Là, c'est des Sapala qui sont pris en photo pour renommer pour leur finesse dans les peintures. Alors, comme je dis souvent, bon, il y a les poteries, mais quand on se retrouve en trekking et qu'on veut boire quelque chose, et bien, et notamment la bière de manioc, eh bien, il nous suffit que juste d'un couteau pour boire. C'est-à-dire qu'on va couper une feuille, on assemble la feuille d'une certaine manière avec un petit bâtonnet, et on a un bol
On va prendre la pâte de manioc et prendre un peu d'eau de la rivière, pouvoir diluer le tout, et on a cette fameuse boisson énergétique qui est la bière de manioc, préparée extemporanément dans la forêt. Et par ailleurs, on a pu étudier que, en fait, la bière de manioc stérilisait l'eau, en fait. Et les Indiens ne boivent jamais d'eau. Les Andachois ne boivent que de la chicha, ou bière de manioc, et ne boivent jamais d'eau. Donc on peut voir aussi une technique qui finalement leur sied, correspond à leur culture, mais à la fois est saine du point de vue médical. Voilà les préparations qu'on peut faire en trekking. Si vraiment on a beaucoup de temps, c'est un peu de poisson avec du riz, servi dans des feuilles de bananier. Il y a toujours des feuilles, si ce n'est pas des feuilles de bananier, là en l'occurrence pour certaines on n'est pas. On les ramasse dans la forêt et très vite on peut s'organiser pour servir sans les plats. Toujours ces abris de feuilles qui sont faites dans la forêt. Donc pour le trekking qui est de 8 jours, c'est un trekking avec les chasseurs en totale autonomie. Nous on a juste un point de sortie en point GPS et puis il n'y a pas de sentier. Et les Indiens vont comme ça se repérer dans la forêt par rapport à la crête majeure de la cordillère et vont aller un peu comme ils le sentent à la rencontre des animaux et puis faire des petits camps en pleine forêt. Ceci pendant 8 jours, un rythme qui est de toute façon toujours de 6 à 7 heures de marche, 8 heures de marche maximum. C'est le rythme idéal. En Équateur, le soleil se lève à 6 heures et se couche à 6 heures toute l'année. Donc les Indiens ont toujours coutume de se lever avant le lever du soleil, vers 5 heures du matin. Ils préparent une petite boisson chaude ou un manioc, une bière de manioc. Et puis on prend un bon petit repas le matin et on part à 7 heures jusqu'à 14 heures, 15 heures, où là il est temps de penser à faire le feu, c'est déjà le travail. Donc c'est là où on voit par exemple, nous on avait 8 porteurs, ou tout à fait 7 porteurs plus un interprète qui était avec nous. Tout le monde se répartit le travail sans se connaître, sans ordre, sans qu'il y ait un chef. Certains vont chercher des feuilles parce qu'ils aiment bien ça, d'autres préparent déjà les montants en abattant quelques petits arbres et construisent les cases, et une autre personne s'occupe du feu. Et tout ça est fait en harmonie et très vite, en 1h30, on a un camp. Et puis j'ai oublié de dire, certains partent pêcher ou chasser. Et en 2 heures, tout est fait et on peut se réunir à 4 heures de l'après-midi pour profiter de ce que l'on a chassé ou pêché et cuisiner et manger jusqu'à 6-7 heures. Alors les Matsés adorent, c'est un des peuples, j'ai été surpris, qui adore veiller. Donc comme ils adorent les hamacs, ils se balancent dans les hamacs jusqu'à 8 heures, 9 heures du soir. C'est parmi les plus grands veilleurs d'Amazonie. Alors on trouve toujours dans cette forêt des animaux tout à fait étonnants. Ça c'est le fourmilier arboricole qu'on a réussi à photographier. Voilà, des beaux souvenirs quand on peut rencontrer ça, un petit peu au hasard de nos rencontres. Donc dans le trekking vers la cordillère de Missouille, il y a beaucoup de canyons et beaucoup de cascades et donc de marches comme ça qui va se faire le long des cours d'eau. On ne va pas manquer d'eau, on ne va pas manquer de se perdre, mais par contre on va se trouver dans des petits recoins assez intéressants. On pense qu'il y a des choses du point de vue archéologique intéressantes aussi. On arrive déjà à la fin. Il faut voir que ce sont des territoires voilà, qui sont ouverts et proposés par Tamera vraiment comme des cadeaux miraculeux issus d'une amitié qui s'est développée depuis 25 ans et que les Indiens d'un certain côté s'ouvrent aujourd'hui, ont envie de faire connaître leur territoire pour avoir d'autres amis parce qu'ils ont franchement la notion que
la forêt est menacée et qu'à travers des amis qui viennent les visiter, à travers les ressources que peuvent leur procurer le tourisme, ils vont ainsi mieux vivre tout en restant dans la forêt et tout en préservant la forêt. Voilà ce qui était peut-être un petit peu ma conclusion avec l'action zéro déforestation que nous menons. C'est un peu apporter aussi une bouffée d'oxygène à la planète. Voilà, je vous remercie pour m'avoir suivi sur les traces des Indiens Matsés Ishwar.